À 4h17, heure locale, l'écran radar à l'intérieur du centre d'information de combat s'illumina de 5 nouveaux contacts. Petits, rapides, discrets. Ils surgissaient des eaux sombres au nord de la voie de séparation du trafic, traversant le détroit d'Ormuz sans balise AIS, sans feu de navigation et sans réponse aux appels maritimes. Sur la passerelle du navire d'escorte américain, personne n'éleva la voix. Inutile. Chaque marin dans ce compartiment savait ce que ces contacts signifiaient. Le convoi marchand se trouvait déjà dans le passage le plus étroit du couloir. Au sud, les eaux profondes s'ouvraient vers le golfe d'Oman. Au nord, la côte iranienne se dessinait comme une ligne sombre sous les premières lueurs de l'aube. Entre eux, des pétroliers, des porte-conteneurs et des escortes progressaient dans l'une des voies navigables les plus surveillées de la planète. Puis, les embarcations iraniennes accélérèrent. Le contact Alpha 1 augmenta sa vitesse à 31 nœuds. Alpha 2 et Alpha 3 s'écartèrent largement, se dirigeant vers le flanc tribord arrière du convoi. Alpha 4 resta en retrait de la formation, maintenant sa position comme un observateur. Alpha 5 vira directement vers un transporteur de brut battant pavillon européen. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'officier de guerre de surface se pencha vers l'écran. Multiples embarcations rapides d'attaque côtière, cap 031, distance 9000 nautiques, en approche. Le commandant se tenait derrière lui, bras croisés, regard fixé sur l'écran tactique. Consignait chaque manœuvre. L'ordre était calme. La salle obéit instantanément. Le veilleur radio ouvrit le canal de passerelle à passerelle. Embarcation non identifiée à grande vitesse. Ici, un bâtiment de guerre des États-Unis en transit légal. Vous approchez d'un convoi commercial à vitesse dangereuse. Modifiez votre cap immédiatement. Des parasites répondirent. Les embarcations iraniennes continuèrent d'avancer. Dehors, les premières lueurs du jour se répandaient sur l'eau. Le détroit semblait calme de loin, presque vide. Mais l'image radar racontait une toute autre histoire. Des lignes de mouvement convergeaient en silence. Les pétroliers ralentirent. Un porte-conteneur ajusta son cap de 3 degrés sur bâbord. Un transporteur de produits sous pavillon du Golfe réduisit sa vitesse sans attendre d'ordre. Le piège n'était pas un mur, c'était une pression. Assez de vitesse pour semer la peur, assez de distance pour éviter un acte clairement hostile, assez de silence pour forcer tout le monde à deviner. C'était l'arme. Pas des missiles, pas des torpilles, pas un feu ouvert. L'incertitude. Le navire d'escorte américain émit un second avertissement, cette fois sur une fréquence internationale d'urgence. Aucune réponse. À 4h21, Alpha 5 franchit la ligne de proue projetée du pétrolier européen à moins de 2000 nautiques. Trop près pour le confort, pas assez pour la guerre. Le commandant du pétrolier prit la radio, la voix tendue. « Bâtiment de guerre américain, ici l'Atlantic Crown. Nous modifions notre cap, demandons des instructions. » Le commandant ne détourna pas les yeux de l'écran. « Dites-lui de maintenir la discipline de couloir. Nous absorbons la pression. » Sur le pont d'envol, l'équipage de l'hélicoptère était déjà en mouvement. Les pales du rotor commencèrent à tourner sous les feux rouges du pont. Des marins en casque et gilets de sauvetage se déplaçaient avec une rapidité précise, fixant les équipements mobiles, vérifiant les compartiments de fusées éclairantes, préparant le Seahawk au lancement. Dans le centre d'information de combat, l'équipe de guerre électronique signala un bref balayage radar du côté iranien. Faible puissance, courte durée, suffisant pour démontrer une intention. L'officier de guerre de surface l'annonça à voix haute. « Ils illuminent le convoi. » Le commandant hocha brièvement la tête. « Activez les systèmes. Caméra, suivi du contrôle de tir, posture non escalatoire. » Le navire changea sans virer. Les optiques longue portée se verrouillèrent sur l'embarcation la plus proche. Le canon de 127 mm à la proue pivota de quelques degrés, lentement, visiblement, sans viser à tirer, juste assez pour être compris.
Les systèmes de combat du navire commencèrent à enregistrer chaque contact, chaque changement de cap, chaque seconde de silence. Sur l'eau, les embarcations iraniennes élargirent leurs dispositifs. Elles n'attaquaient pas le convoi, elles le façonnaient. Alpha 2 se déplaça vers le dernier navire marchand. Alpha 3 coupa à travers les eaux ouvertes vers la ligne centrale. Alpha 5 ralentit, puis accéléra de nouveau, forçant l'équipage du pétrolier à hésiter. À l'intérieur du centre d'information de combat, la distance de passage au plus près tomba en dessous d'un 1007 dixième nautique. Personne ne parla pendant 3 secondes. Puis l'officier d'action tactique dit « La distance de passage continue de diminuer ». Le commandant répondit immédiatement « Lancez le Seahawk ». À 4h24, l'hélicoptère décolla du pont, s'inclinant bas au-dessus du flanc tribord du destroyer. Sa boule de capteur se tourna vers la formation iranienne. L'appareil descendit à 200 mètres au-dessus de l'eau, assez rapide pour arriver, assez haut pour être vu. Les embarcations iraniennes remarquèrent sa présence. 2 modifièrent leur cap, une ralentit, aucune ne s'éloigna. L'équipage du Seahawk ouvrit le canal. Embarcation iranienne, ici un aéronef de la marine américaine. Vous opérez dangereusement à proximité de navires commerciaux. Modifiez votre cap immédiatement. Toujours rien. Mais le dispositif changea. Alpha 5 ne fonçait plus directement sur le pétrolier. Il se maintint parallèle. Alpha 2 cessa de couper vers l'intérieur. Alpha 3 réduisit sa vitesse. Le convoi continua d'avancer, 1 mille à la fois, une minute tendue après l'autre. Pour les marins qui regardaient les écrans, le danger n'était pas passé. Il changeait simplement de forme. Car tout cela n'avait jamais été uniquement une affaire de 5 petites embarcations dans un couloir maritime étroit. Chaque pétrolier dans ces eaux transportait bien plus que du carburant. Il transportait la confiance des marchés. Il transportait la patience des nations. Il portait la question que chaque capitale du monde redoutait de formuler. Que se passe-t-il si Hormuz se ferme? À 4h31, alors que les embarcations iraniennes planaient en bordure de la route du convoi, un canal logistique sécurisé s'ouvrit sur un écran séparé à l'intérieur du centre de commandement à terre. Une nouvelle carte apparut. Elle ne passait pas par Hormuz. Elle débutait à l'ouest, dans le désert, au bord de la mer Rouge, puis traversait l'Arabie Saoudite par voie terrestre avant de s'ouvrir à nouveau vers le Golfe. L'officier qui la regardait ne dit rien dans un premier temps. Puis il comprit. L'Iran tentait de fermer la porte, mais une autre porte avait déjà été construite. À 5h12, le convoi avançait encore vers l'est, lent, serré, surveillé. Derrière lui, les embarcations rapides iraniennes maintenaient leur distance, sans plus exercer une pression suffisante pour provoquer une réponse, mais toujours assez proche pour rappeler à chaque équipage de passerelle dans le couloir ce qu'était devenu le détroit d'Ormuz. Un corridor sous pression. À bord du navire d'escorte américain, qui continuait de surveiller la voie de circulation d'Ormuz, le Seahawk restait en l'air, décrivant de larges cercles au-dessus de la formation marchande. Sa boule de capteur pistait les embarcations iraniennes une par une. Chaque virage, chaque changement de vitesse, chaque hésitation était enregistré et renvoyé dans le flux tactique. Mais à 200 mètres de là, un autre écran attirait davantage l'attention. Il montrait la mer Rouge. Il montrait Jeddah. Et il montrait une route qui n'avait pas besoin d'Ormuz. Au port islamique de Jeddah, le quart de nuit n'avait pas pris fin. Il avait accéléré. Des projecteurs blancs baignaient des rangées de conteneurs empilés sur 6 niveaux. Des grues à portiques glissaient sur les rails du terminal avec la précision de tourelles d'armes. Des camions s'alignaient dans des voies balisées, moteurs tournant ou ralentis, phares pointés vers les portails intérieurs. Ce n'était pas un port qui se réveillait. C'était une machine déjà à pleine vitesse. Un porte-conteneur en provenance d'Europe s'amarra doucement à quai sous le contrôle des remorqueurs. Les amarres furent lancées. La première grue se verrouilla sur le premier conteneur avant même que le navire se soit totalement immobilisé. Au-dessus du terminal, des panneaux numériques comptaient les boîtes, les routes
les scellés et les fenêtres de transfert vers l'intérieur. Sans discours, sans drapeau, sans coup de semonce. Juste du mouvement. Et le mouvement était l'essentiel. Pendant des décennies, toute crise à Ormuz imposait la même question à chaque compagnie maritime, chaque bureau pétrolier, chaque cabinet d'assurance et chaque centre d'opération navale surveillant le Golfe. La cargaison peut-elle encore circuler? À 5h40, l'Arabie saoudite donna sa réponse sans prononcer un mot. Les conteneurs quittaient le navire. L'un après l'autre. Électronique, pièces mécaniques, composants de véhicules, équipements industriels, fournitures médicales, marchandises à haute valeur ajoutée qui ne pouvaient se permettre de stagner derrière une crise politique ou d'attendre qu'une voie navigable étroite se calme. Chaque boîte était scannée, enregistrée, scellée et affectée à un convoi terrestre. Le port ne ressemblait pas à un champ de bataille, mais stratégiquement, c'était exactement ce qu'il était. Un champ de bataille où l'arme était le temps. L'ancienne carte donnait à l'Iran une capacité de pression parce que tant de choses devaient transiter par un seul point d'étranglement. Pétroliers, navires de fret, navires nourriciers, flux énergétiques, lignes d'approvisionnement régionales, tous comprimés dans une bande d'eau étroite où quelques embarcations rapides, une menace de mine ou une alerte missile pouvaient ébranler la confiance mondiale. La nouvelle carte faisait quelque chose de différent. Elle dispersait le risque. Elle attirait la cargaison vers l'ouest. Elle éloignait la pression des canons iraniens pour la placer dans le réseau logistique saoudien. Dans la salle d'opération, la route apparaissait en ligne nette sur l'écran. Jeddah reliée à l'ouest à l'Europe, à l'est au Golfe, au sud à la mer Rouge et au-delà aux ports industriels d'Asie et aux géants du conteneur qui maintenaient le commerce mondial en vie. Les noms importaient. Ports chinois, ports japonais, ports européens. Chacun n'était pas simplement un point sur une carte, c'était une décision. Une décision de continuer à avancer même si Ormuz devenait instable. Une décision de traiter l'Arabie saoudite non comme une escale, mais comme un pivot stratégique entre 3 continents. Et pour l'Iran, c'était le premier dommage réel. Pas un navire coulé, pas un missile tiré. Une habitude brisée. À 6h03, le premier convoi terrestre franchit le portail de sécurité de Jeddah. Le véhicule de tête d'abord, puis les camions, puis les véhicules de soutien derrière eux. Une longue file de boîtes d'acier avançait sous suivi satellitaire. Chaque conteneur portant un sceau numérique. Chaque conducteur avec une fenêtre d'itinéraire assignée. Chaque poste de contrôle déjà en attente. Le convoi s'écarta de la mer et entra dans la route du désert. Derrière lui, le port continuait de fonctionner. D'autres conteneurs descendaient. D'autres camions avançaient. D'autres cargaisons quittaient l'eau avant que le détroit d'Ormuz ne puisse les toucher. Sur un autre écran, les navires commerciaux à l'intérieur du Golfe continuaient d'ajuster leur vitesse. Les alertes d'assurance circulaient encore. Les centres de surveillance navale pistaient encore les embarcations iraniennes. La crise n'était pas terminée, mais elle avait changé. Car chaque heure que Jeddah continuait à fonctionner, Ormuz devenait moins absolu. Chaque conteneur traversant le territoire saoudien était un conteneur de moins piégé à l'intérieur de la zone de pression iranienne. Chaque calendrier logistique qui survivait à la matinée affaiblissait le message que l'Iran avait mis des années à construire. Les embarcations iraniennes pouvaient encore courir vite. Elles pouvaient encore presser un couloir maritime. Elles pouvaient encore forcer le commandant d'un pétrolier à s'agripper au bastingage et à attendre des instructions. Mais elles ne pouvaient pas poursuivre un convoi se déplaçant à travers le désert. Elles ne pouvaient pas menacer un conteneur déjà déchargé sur la mer Rouge. Elles ne pouvaient pas fermer une route qui ne passait plus devant elles. À 6h28, le soleil se levait sur Jeddah. Les grues continuaient de bouger dans la lumière. Le convoi terrestre était déjà à des kilomètres du port, une mince ligne de phare s'étirant vers l'est à travers le sable. Personne n'appela cela une victoire à la radio. Inutile. Dans le détroit, l'Iran tentait encore de contrôler la porte. Mais l'Arabie saoudite avait ouvert un corridor autour du mur.
et le véritable impact attendait à l'intérieur des terres. À 2h30, le premier convoi avança vers l'est, sans sirène, sans annonce publique, sans navire de guerre à l'horizon. Juste des phares, des moteurs diesel, des conteneurs scellés et une route saoudienne découpant l'obscurité. Derrière le convoi, le port islamique de Djeddah fonctionnait encore sous des projecteurs blancs. Les grues se déplaçaient sans interruption. Les camions passaient par les voies d'inspection. Les scellés numériques clignotaient en vert sur les écrans du terminal. Chaque conteneur avait un numéro. Chaque numéro avait une route. Chaque route avait une horloge qui lui était attachée. Ce n'était pas de l'improvisation, c'était un système. Au poste logistique avancé, le convoi était déjà visible comme une chaîne de marqueurs bleus en mouvement sur une carte satellitaire. Véhicules de sécurité en tête, camions de conteneurs, unités de maintenance, escorte arrière, soutien carburant. Chaque marqueur mis à jour toutes les quelques secondes. L'itinéraire courait sur environ 300 km à travers l'Arabie Saoudite, d'ouest en est, de la mer Rouge au Golfe, de Djeddah à Dam, un pont terrestre à travers le désert. Et à chaque kilomètre, l'ancienne carte de l'Iran perdait du poids. Pendant des décennies, le point de pression avait été l'eau. Quiconque pouvait menacer le détroit d'Ormuz pouvait menacer les navires qui s'y trouvaient. Les pétroliers devaient passer. Les porte-conteneurs devaient passer. Le trafic nourricier devait passer. Le Golfe rétrécissait le monde en un unique goulet maritime. Mais à 2h47, ces conteneurs n'étaient plus dans ce goulet. Ils étaient sur terre, avançant sous suivi satellitaire, passant des postes de contrôle, traversant le désert vide, au-delà de la portée des embarcations d'attaque rapide. À bord du navire d'escorte américain, qui continuait de surveiller la voie de circulation d'Ormuz, la situation tactique restait tendue. Les embarcations iraniennes continuaient de suivre les navires marchands en bordure du corridor du convoi. Le Seahawk restait en l'air. La veille de surface continuait d'annoncer des caps. La passerelle continuait de répondre au trafic radio des capitaines commerciaux nerveux. Mais le tableau stratégique s'était déjà déplacé ailleurs. Pas sur l'eau, sur la route. À 3h18, le convoi franchit son premier poste de contrôle intérieur. Sans délai. Les scellés électroniques concordaient. Le décompte des véhicules confirmé. L'autorisation d'itinéraire transmise vers l'avant. Les camions passèrent sans s'arrêter assez longtemps pour que la poussière se dépose. À l'intérieur d'un conteneur se trouvaient des systèmes de contrôle industriel à destination d'un port du Golfe. Dans un autre, des pièces de rechange pour une centrale électrique. Un autre transportait de l'électronique. Un autre, des équipements médicaux. Aucun d'eux n'importait individuellement. Ensemble, ils importaient complètement, car la valeur de ce corridor n'était pas seulement ce qu'il transportait, c'était ce qu'il évitait. Aucune embarcation de patrouille iranienne ne pouvait couper sa route. Aucune menace de mine ne pouvait freiner ses roues. Aucun bateau-missile ne pouvait apparaître sur radar à l'aube et forcer le commandant d'un pétrolier à choisir entre s'arrêter et risquer une collision. L'Iran avait construit sa pression autour de la mer. L'Arabie Saoudite avait déplacé le champ de bataille sur la terre. À 4h06, le convoi entra dans le long tronçon vide où la route traversait le désert ouvert. Vu de haut, il ressemblait à une mince ligne de lumière se déplaçant à travers un terrain noir. Depuis le sol, il semblait plus lourd. Les moteurs ronronnaient. Les pneus portaient du poids sur le bitume chaud. Les radios restaient brefs. Confirmation de position. Confirmer l'espacement. Maintenir la vitesse. Observer l'intervalle. Il n'y avait pas de drame dans ce mouvement. C'était justement ce qui le rendait dangereux. Une crise militaire se nourrit d'interruptions. Elle a besoin que les navires s'arrêtent, que les marchés paniquent, que les centres de commandement hésitent, que les taux d'assurance s'envolent, que les capitaines attendent des autorisations pendant que de petites embarcations et des alertes missiles transformaient la mer en un jeu de devinettes. Le pont terrestre offrait au système une autre réponse. Continuer à avancer. À 5h11, Dam avait déjà commencé à se préparer pour l'arrivée. Les équipes de parc avaient été notifiées. Des navires nourriciers avaient été désignés. Des postes à quai avaient été dégagés.
La sécurité portuaire avait ouvert les voies d'entrée. Le terminal Est n'attendait pas de recevoir de la cargaison comme une routine civile. Il recevait une pression stratégique transférée à travers un continent. Chaque boîte y arrivant serait soulevée à nouveau, chargée à nouveau et renvoyée sur l'eau du côté du Golfe. Mais pas par Ormuz. C'était le point essentiel. À 6h02, les premières lueurs atteignirent le convoi par derrière. La mer Rouge était loin à l'ouest maintenant. Le Golfe attendait encore à l'est. Entre eux, les camions maintenaient leur formation, réguliers et silencieux, transformant le territoire saoudien en une artère commerciale en mouvement. De retour dans le détroit, les embarcations iraniennes avaient encore des moteurs, des équipages, des radios et des armes. Elles avaient encore de la vitesse. Elles avaient encore des intentions. Mais elles surveillaient la mauvaise porte. La cargaison avait déjà quitté la pièce. À 8h40, les premiers camions atteignirent la zone logistique extérieure près de Dam. Des grues étaient prêtes. Des véhicules de parc prenaient position. Les navires nourriciers attendaient au large. Plus petits, plus rapides, conçus pour distribuer la cargaison dans le haut Golfe. Un conteneur quitta le camion, puis un autre, puis un autre. Le système ne célébra pas, il transféra. À 9h12, la première boîte fut soulevée du transport terrestre et descendue vers le navire en attente. La voie de contournement n'était plus un concept sur une carte, c'était de l'acier se déplaçant dans l'air. C'était de la paperasse devenant du mouvement. C'était Ormuz perdant un conteneur à la fois. Au moment où l'Iran comprit ce qui s'était passé, la cargaison était déjà de l'autre côté. À 5h46, tandis que le dernier convoi de conteneurs avançait encore vers Dam, un autre système était déjà éveillé sous le désert. Sans phare, sans sillage, sans trace radar. Juste une pression montant à l'intérieur de l'acier. Dans une salle de contrôle à des centaines de kilomètres du détroit d'Ormuz, des opérateurs regardaient les débitmètres grimper sur un mur d'écran. Des lignes vertes avançaient vers l'ouest à travers l'intérieur de l'Arabie saoudite. Des champs pétroliers de l'Est vers Yanbu sur la mer Rouge, des stations de pompage se mettaient en ligne en séquence. Des vannes s'ouvraient. Des capteurs vérifiaient la pression, la température, les vibrations et le débit. L'oléoduc Est-Ouest était en fonctionnement. La pétroline. Un fleuve de pétrole enfoui sous le sable. Et il ne se souciait pas de ce que l'Iran faisait dans le détroit. À 5h52, le premier rapport de pression franchit le bureau des opérations. Débit stable, aucune anomalie, aucune interruption. À l'extérieur, le désert était encore sombre. L'oléoduc lui-même était invisible, enfoui sous des kilomètres de terrain ouvert, traversant des terres qu'aucune embarcation rapide ne pouvait pénétrer, qu'aucune embarcation de patrouille ne pouvait longer et qu'aucun blocus maritime ne pouvait toucher. L'ancienne carte plaçait le pétrole sur l'eau. La nouvelle carte le poussait sous terre. Cela changeait tout. À Ormuz, l'Iran pouvait harceler les pétroliers. Il pouvait menacer avec des mines. Il pouvait envoyer des embarcations d'attaque rapides sur les routes de navigation et forcer les escortes navales dans des calculs étroits et tendus. Il pouvait faire en sorte que chaque commandant dans le passage surveille le radar avec les deux mains près de la console. Mais il ne pouvait pas couper la route d'un oléoduc. Il ne pouvait pas essaimer une station de pompage depuis la mer. Il ne pouvait pas dévier une artère d'acier sous le désert avec un appel d'avertissement sur VHF. À 6h09, le terminal de Yanbu reçut une mise à jour d'horaire. Le flux de brut était dans les délais. Le stockage était disponible. Les attributions de poste à quai étaient confirmées. Des pétroliers attendaient au large du côté de la mer Rouge, loin d'Ormuz, loin de la côte iranienne, loin des embarcations de patrouille qui avaient passé la matinée à tenter de rappeler au monde qui contrôlait les eaux étroites. Sauf que le contrôle avait déjà commencé à se déplacer. Pas bruyamment, pas soudainement, définitivement. À l'intérieur de la salle de contrôle de l'oléoduc, le travail était silencieux. Les opérateurs ne parlaient pas en slogan. Ils ne parlaient pas de victoire. Ils observaient des chiffres, la pression, le débit,
l'intégrité de la ligne, l'état des pompes, les zones d'arrêt d'urgence, les flux de sécurité, la couverture de défense aérienne sur les nœuds critiques. Ce n'était pas un simple tuyau, c'était un bouclier énergétique. Chaque station importait, chaque vanne importait, chaque capteur importait. Si une section détectait une perte de pression, une autre pouvait isoler. Si un terminal ralentissait, le stockage pouvait absorber. Si le golfe s'embrasait, la mer Rouge pouvait continuer à respirer. C'était la conception. Redondance, distance, survie. À 6h31, le terminal de la mer Rouge commença les préparatifs de chargement. Des équipes se déplaçaient le long du quai sous les premières lueurs du matin. Les tuyaux furent vérifiés. Les équipes d'amarrage se tinrent prêtes. Les équipages de pétroliers confirmèrent leurs fenêtres de chargement. La mer à l'ouest était ouverte, large et dégagée. Pas de goulet d'étranglement étroit. Pas d'embarcation rapide iranienne traversant le couloir. Pas d'avertissement soudain de point d'approche d'une embarcation de patrouille surgissant de l'obscurité. Le pétrole avait atteint un autre océan sans demander la permission à Ormuz. C'était le message. Et il était plus lourd que n'importe quel coup de semonce. À 7h04, la région, au sens large, commença à s'ajuster. Aux Émirats arabes unis, une autre ligne racontait la même histoire. Le pétrole d'Abu Dhabi pouvait se diriger vers Fujairah, sur le golfe d'Oman, contournant le détroit par le sud. Pas une théorie, pas une planification future. Une route fonctionnelle, construite pour la même raison que toute puissance maritime sérieuse construit des alternatives. Parce qu'un point d'étranglement n'est puissant que lorsque tout le monde doit l'emprunter. L'Irak progressait vers sa propre réponse au nord. Rails, routes, accès portuaire, un corridor vers la Turquie et l'Europe. Encore différent en échelle, différent en calendrier, mais mu par la même logique fondamentale. Ne pas laisser un passage étroit décider du destin du commerce d'une nation. À 7h22, la carte ne ressemblait plus à un unique point de crise. Elle ressemblait à un anneau qui se resserrait. Des ports saoudiens sur la mer Rouge. Un pont terrestre traversant le désert. La pétroline alimentant Yanbu. Du pétrole émirati se dirigeant vers Fujairah. Des corridors nordiques prenant forme à travers l'Irak. Des petits États du Golfe se rattachant à toute route pouvant maintenir la cargaison en mouvement si le détroit commençait à trembler. L'Iran avait encore des embarcations. L'Iran avait encore des missiles. L'Iran avait encore des mines, des drones, des batteries côtières et des réseaux de proxy au-delà du détroit. Si acculé, il pouvait encore choisir le risque. Il pouvait encore tenter de rendre les nouveaux corridors coûteux, instables ou politiquement dangereux. C'était la question suivante. Non pas si l'Iran avait perdu toutes ses options. Il ne les avait pas perdues. La question était de savoir si son option la plus forte produisait encore la même peur. À 7h48, Yanbu confirma sa disponibilité. Le pétrolier maintint sa position. La fenêtre de chargement s'ouvrit. La première séquence de transfert commença. Aucune alarme ne retentit dans le détroit. Aucun destroyer ne tira. Aucun aéronef ne décolla. Mais l'équilibre stratégique s'était de nouveau déplacé, un baril à la fois. Dans la salle de contrôle, un superviseur regarda le débit se stabiliser et donna un bref ordre. Maintenir le débit. C'était tout. La ligne continua de circuler. La mer Rouge continua de recevoir. Le marché continua de respirer. Pour la première fois depuis des décennies, le détroit pouvait trembler et le système ne se brisait pas. À 8h16, le détroit d'Ormuz était encore éveillé. Des embarcations de patrouille iraniennes se déplaçaient en ligne courte et tranchante sur l'eau. Des sites radars côtiers continuaient de balayer les routes de navigation. Les commandants de navires marchands observaient encore leurs écrans avec la même concentration rigide qu'ils avaient portée depuis l'aube. À bord du navire d'escorte américain, la situation de surface restait active, chargée et tendue. Rien dans le détroit ne semblait inoffensif. Mais quelque chose avait changé.
La peur ne se déplaçait plus dans une seule direction. À 8h21, l'embarcation iranienne la plus proche ralentit à 15 nœuds et vira vers le nord. Deux autres élargirent leur distance du convoi. Le Seahawk restait en l'air, maintenant son orbite avec la patience d'une machine qui n'avait pas besoin de menacer. Elle n'avait besoin que de surveiller. Le convoi maintint son cap. Les pétroliers avançaient dans le couloir. Les porte-conteneurs maintenaient leur vitesse. Le navire d'escorte américain ne tira pas. L'Iran ne ferma pas les eaux. Mais à l'ouest du détroit, la carte réécrivait déjà le résultat. À Djeddah, les grues retiraient encore des conteneurs des navires de la mer Rouge. Des convois terrestres traversaient déjà l'Arabie Saoudite sous suivi satellitaire. À Dam, des navires nourriciers se préparaient à distribuer la cargaison dans le Golfe. À Yanbu, la pétroline acheminait du brut vers la mer Rouge ouverte. Au sud du détroit, les Émirats arabes unis avaient leur propre débouché vers Fujairah. Au nord du Golfe, le corridor irakien pointait vers la Turquie et l'Europe. L'ancien point d'étranglement était encore dangereux, mais il n'était plus seul. C'était la partie à laquelle l'Iran ne pouvait pas facilement répondre. Un missile peut menacer un navire, une embarcation rapide peut harceler un pétrolier, une mine peut effrayer un marché d'assurance. Mais aucun de ces outils ne pouvait forcer le monde à oublier que d'autres routes existaient désormais. À 8h37, une nouvelle mise à jour logistique apparut sur un écran à terre. Retard de transit par Hormuz élevé. Transfert mer Rouge actif. Pont terrestre vers l'est en fonctionnement. Pétroline stable. Distribution par navire nourricier du Golfe planifiée. Pas de langage dramatique, pas de déclaration de victoire. Juste des lignes d'état. Et ces lignes d'état étaient le dommage stratégique. Pendant des années, la force de la carte d'Ormuz était psychologique. L'Iran n'avait pas besoin de fermer le détroit chaque jour. Il lui suffisait que le monde croie qu'il le pouvait. Chaque menace créait de l'hésitation. Chaque manœuvre créait des manchettes. Chaque crise rappelait au marché de l'énergie qu'un passage étroit se dressait entre l'approvisionnement et le choc. Désormais, cette certitude avait été entamée. Pas détruite, pas effacée, réduite, encerclée, contournée. À 8h52, à l'intérieur du centre d'information de combat du navire d'escorte américain, l'officier d'action tactique regarda les embarcations iraniennes prendre de plus en plus de retard sur le convoi marchand. La distance de passage au plus près augmenta. 1009 dixièmes nautiques, puis 2004 dixièmes, puis 3000. Le commandant resta immobile. Maintenir le suivi jusqu'au dégagement. Sans célébration, sans discours. La discipline importait parce que la menace n'avait pas disparu. L'Iran maintenait encore des armes le long de la côte. Il avait encore des drones, des missiles, de petites embarcations, des mines navales et des réseaux de